Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Good Morning SAV. Salut Laurent, comment vas-tu ? Bonjour à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et on va enchaîner sur une petite liaison par rapport à notre épisode de la semaine dernière. On parlait de chef d'atelier, le mouton à 12 pattes, et aujourd'hui, est-ce que pour gagner plus d'argent, je dois devenir manager ? Je trouve que c'est un truc super français, ça. C'est clair. Moi, je l'ai un peu vécu, ça, c'est-à-dire que le seul moyen d'évoluer et de gagner plus d'argent, c'est de devenir manager. En gros, c'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois. Et est-ce que c'est vrai ? D'ailleurs, dans le domaine du SAV, on voit qu'il y a le technicien, il y a le chef d'atelier, il y a le responsable SAV, le directeur technique. Il y a certainement d'autres choses qui existent, d'autres façons de faire, j'espère. Qu'est-ce que tu vois, toi, de ton côté, Laurent, avec ta longue expérience ? Alors, si je détournais une phrase du célèbre Séguéla, je pourrais dire que si à 50 ans, t'es pas devenu manager, t'as raté ta vie. Il y en a qui ça fera peut-être une référence, mais c'est très franco-français, en fait, de se dire que le seul moyen de réussir dans la vie, c'est de devenir manager de quelque chose, devenir le chef des chefs. Ça ne veut pas dire que c'est pas une belle façon de progresser et d'avoir une belle carrière, bien entendu. Il n'y a pas de critique dans ce que je dis. C'est simplement de dire que c'est pas le seul chemin. Fort heureusement, pourquoi ? Quand on regarde les dernières études sur les générations qui arrivent, l'envie d'avoir des responsabilités et de manager des personnes n'est pas si grande que ça. Elle a même tendance à décliner. Donc, il n'est pas si évident que ça que tous mes techniciens, tous mes responsables intermédiaires, à un moment donné, voudront absolument avoir un poste de management parce que ils seront devenus tellement bons qu'il faut bien que je continue à les faire progresser. La première question peut-être à se poser, c'est finalement pourquoi chez nous, le seul chemin de progression mène à manager ? Pourquoi ? Pourquoi c'est le seul chemin ? D'où ça vient ? C'est quoi l'historique ? Très souvent, alors c'est pas le seul chemin, mais quand même très 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 souvent, je vois des entreprises familiales avec anciennement un management plutôt paternaliste évoluer comme ça. C'est-à-dire que en gros, c'est une évolution au mérite et ne deviennent manager que ceux qui méritent. Sous-entendu, si je ne deviens pas manager, je ne mérite pas. Okay, il y a toujours le corollaire. Hein. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et c'est culturel, hein, c'est-à-dire que ça a été installé culturellement, ça s'est fait un peu tout seul, hein, ça n'a pas été souhaité en tant que tel, mais c'est une des conséquences. C'est pour citer un des exemples. Donc la première question, c'est vraiment de se dire, mais pourquoi ce serait le seul chemin ? Une fois qu'on s'est posé cette question-là, en général, on va s'apercevoir que ce n'est pas le seul chemin, qu'il y a d'autres façons de donner de la reconnaissance à des personnes qui sont talentueuses, que l'on a envie de garder dans l'entreprise parce qu'elles font super bien le job, elles évoluent bien, elles comprennent bien, elles s'adaptent bien, elles sont au service du client, que ce soit interne ou externe, enfin ça fonctionne quoi, donc on a envie de les garder. Pour les garder, on peut leur donner différentes familles de responsabilités. Il n'y a pas que la famille de responsabilités managériale, gérer des équipes, c'est pas le seul chemin. Donner des responsabilités, par exemple, ça peut être d'élargir le scope des missions. Un technicien peut devenir un technicien expert, avec toute une gradation entre technicien, on va dire apprenti et technicien expert. Il peut devenir inspecteur technique, selon les métiers, hein, c'est pas vrai dans tous les métiers, mais dans une grande partie de métiers, c'est possible. Il peut passer au commerce et devenir technico-commercial, avec bien sûr de la formation et de l'accompagnement. Il peut devenir formateur parce qu'il maîtrise super bien et on va le former à la pédagogie pour qu'il puisse transmettre. Il peut s'intéresser à l'amélioration continue et devenir le super responsable d'amélioration continue dans l'entreprise, etc., etc. Les chemins de promotion sont très nombreux. Mais souvent, le hic, c'est que comme il vient de la technique, on pense technique et on le laisse dans le service technique. Non, c'est pas le seul endroit. C'est bien évidemment pas le seul endroit. Donc ça, pour moi, ça fait partie des questions à se poser. Première réflexion. Et tu parles de technicien expert, j'avais marqué en plus, parce que ça me parle, c'est des choses qu'on avait créées, moi, dans une boîte, pour dire, voilà, il peut y avoir plusieurs niveaux de techniciens, ça permet de les faire évoluer, mais j'ai l'impression que je connais la réponse, mais j'ai quand même posé la question, c'est quoi la différence entre un technicien expert et un technicien ? C'est une bonne question. Elle dépend beaucoup de l'endroit où on se trouve, mais en gros, en fait,
Là aussi, il y a pas de règle. Quand je regarde les différents métiers que j'ai abordés dans des métiers industriels, dans la manutention, dans le TP, dans l'agricole, dans le biomédical, voilà, dans l'agroalimentaire, dans tous ces métiers-là, ce que je constate, c'est que ce que l'on appelle technicien n'est pas du tout la même chose. Dans certains cas de figure, le technicien, c'est quelqu'un qui va gérer des problématiques relativement simples, type entretien, pour dire de manière assez simple. Donc, ce sont des opérations simples, ça demande un peu de connaissances techniques, un peu de fonctionnement de la machine, mais c'est pas très complexe. Jusqu'à des techniciens qui ont une connaissance extrêmement pointue et de l'équipement et de l'environnement de l'équipement. Par exemple, sur des machines de soudure haute fréquence ou sur des machines de forage donc dans la soudure haute fréquence, il faut de la connaissance haute fréquence. Donc en hyperfréquence, le forage, il faut avoir une connaissance de la géologie. Donc ça demande des compétences bien plus larges que celles de la machine, tout en ayant des compétences de machine techniques, mécaniques, hydrauliques, électriques, électrotechniques, parfois automates, très poussées. Est-ce que ça, c'est un expert? Probablement. Okay. Et ça va donc se définir métier par métier, environnement par environnement, secteur par secteur. Okay. La gradation, elle est importante. Souvent, elle est peu construite dans les entreprises. Je parle surtout des PME. Donc, dans les entreprises un peu plus grosses, on a tendance à la voir structurée parce que souvent, il y a une grille salariale qui est très travaillée et donc, on a des niveaux de compétences et des grades qui sont posés. Mais dans des PME, c'est moins le cas ou c'est moins finalisé. Donc là, c'est un travail sur lequel il faut revenir. Il faut repartir. Enfin, pardon, je vais dire autrement. C'est un domaine où à la fois le service, donc dans notre cas, le service après-vente, et les RH, les ressources humaines, doivent discuter pour poser très précisément le chemin d'évolution potentiel, poser des niveaux, les nommer, définir très précisément les missions de chacun de ces niveaux, et donc la grille salariale qui va avec, les avantages qui peuvent être associés, de manière à avoir une grille de progression qui soit plus progressive, avec plus d'étapes. Ce qui permet de faire monter les équipes d'une étape à une autre pendant plus longtemps. Donc, de les garder plus longtemps. De ne pas forcément passer d'un coup technicien, chef d'atelier, responsable SAV. Je schématise un petit peu. Donc, c'est d'avoir comme ça construit et pensé l'évolution de nos équipes. C'est un travail, hein. Il faut vraiment le poser. Et on en revient, bien sûr, derrière. Si je n'ai pas posé clairement quelles sont les missions de mon SAV, quel est son périmètre, à quoi il sert, évidemment, ça va être un peu compliqué. Ça nécessite aussi d'avoir une grille salariale. Donc, d'avoir aussi une structuration RH assez construite, en ayant bien défini les critères à un niveau donné, quels sont tous les critères qui permettent de définir qu'on est à ce niveau-là, et quels sont les avantages, la rémunération et autres avantages associés qui sont fixés à ces niveaux-là. Donc tout ça, c'est un travail préliminaire qui doit être fait, ou en tout cas qui doit se faire au fil de l'eau. Une fois qu'on a posé tout ça, et qu'on s'est posé la question de pourquoi finalement on ne pensait que management en termes d'évolution, on commence à avoir des bases assez solides, on commence à avoir quelque chose d'assez construit, et on peut se dire quelles sont les autres missions qu'on pourrait confier à telle ou telle catégorie de personnel. Donc, dans notre cas de figure, à des techniciens, soit des techniciens sédentaires, soit des techniciens de support hotline, soit des techniciens itinérants. Quelles sont les autres missions que l'on pourrait leur confier? Et quelles sont les autres missions par lesquelles ils pourraient être intéressés? Et ça, il n'y a qu'eux qui peuvent nous le dire. Okay, donc, ce sont dans les discussions régulières, hebdomadaires, mensuelles, et dans les entretiens annuels, que l'on va aller chercher ce type d'informations. On va aller creuser la façon dont les personnes se projettent, ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, la façon dont elles évoluent. C'est pas seulement dans les entretiens annuels que ça doit apparaître. Hein. Les entretiens annuels sont faits en grande partie pour ça, pour bien poser notamment l'entretien de professionnalisation tous les 2 ans. Mais je conseille, moi, d'avoir des entretiens tous les ans pour avoir à minima ce temps-là, qui est un temps réservé où on discute un peu de comment les choses se passent, quel pourrait être l'avenir. Mais aussi d'avoir des temps réguliers, c'est-à-dire c'est aussi aux managers d'avoir toutes les semaines, toutes les 15 jours, tous les mois, des temps réguliers avec chaque membre de son équipe pour comprendre comment les personnes évoluent. Donc il y a une posture managériale qui permet de cerner ce qui intéresse réellement nos équipes, comment elles évoluent,
ce qui leur manque, vers quoi elles aimeraient tendre, parce que tout ça, ça bouge tout le temps, hein. Comme nous bougeons dans nos envies, Mmh. j'allais dire tous les jours, mais en tout cas très régulièrement, d'une année sur l'autre, à minima, eh bien, c'est vrai aussi pour nos équipes. Donc il faut le sentir au fil de l'eau, et ça passe par la conversation, hein. Il n'y a pas d'autre moyen. L'idée, c'est pas de le supposer, c'est vraiment d'aller le chercher. Sachant que nos équipes, elles savent pas toujours ce qu'elles veulent, hein. Nos gars, ils savent pas toujours précisément comment ils pourraient se projeter, parce que c'est pas évident. Quelle est la façon aussi, quel est le cadre qu'il y a autour d'eux qui leur permet de se projeter. Si on a fait ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que si on a une grille, si on a des évolutions claires qui ont été communiquées, les personnes peuvent se projeter. Si ça n'existe pas, c'est plus compliqué. C'est vachement plus compliqué pour elles de se projeter. Donc, faut les aider un peu là-dessus. Ensuite, ce qui va jouer, c'est l'environnement d'entreprise. Est-ce que si c'est une PME de 20 personnes ou si c'est une entreprise de 600 personnes ou un groupe de 15 000 personnes, évidemment, les évolutions ne sont pas les mêmes. Si on est présent que sur une région ou si on est présent au niveau national ou au niveau international, les évolutions ne sont pas les mêmes non plus, potentiellement. Donc, il y a aussi ce qu'on peut faire. On est aussi limité par le cadre dans lequel on travaille. Mais même dans des petites entreprises, moi, je vois des personnes, des entreprises de 80, 100, 200 personnes, je vois des personnes qui restent très longtemps. Parce que le contenu du travail évolue suffisamment régulièrement pour les intéresser. Donc, on ne les change pas de mission, enfin, pardon, on ne les change pas de fonction en tant que telle, mais le contenu de ce qu'elles font tous les jours, les nouveaux outils, les nouvelles machines, les nouveaux challenges, les formations qu'on leur apporte à côté, les intéressent suffisamment pour qu'ils restent très longtemps. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une perspective à changer de la part des ressources humaines ou du dirigeant, de se dire que c'est pas parce que une personne reste 15 ans à un poste qu'elle ne peut pas gagner plus d'argent, n'est-ce pas? Ah ben évidemment, évidemment. Le, la seniorité, comme on peut l'appeler parfois dans les RH, la façon dont on encourage les gens à rester, ça s'appuie sur deux grands vecteurs. Alors, je schématise volontairement. Un, c'est le contenu du poste et son évolution, donc le fait de former régulièrement les gens, les responsabilités qu'ils ont, la façon dont on leur apporte de la reconnaissance dans ce qu'ils font, etc. Et la façon dont on les rémunère, la façon dont on les récompense. L'argent est une chose, hein, bien sûr, il faut un salaire correct correspondant au niveau du poste, il faut des extérieurs, des extras, que ce soit des primes, des primes collectives ou des primes individuelles, là aussi c'est un sujet à part entière. Mais à minima, qu'il y ait une forme d'intéressement collectif sur la bonne santé de l'entreprise. Okay, il y a plein de façons de le faire aujourd'hui, mais il est normal que l'ensemble des salariés, à un moment donné, sous une forme ou sous une autre, bénéficient quand l'entreprise se porte bien et qu'elle fait des bénéfices. Beaucoup me disent, oui, mais ça, Laurent, c'est dans le salaire. C'est en partie vrai. Est-ce que c'est la seule façon de partager la richesse que génère l'entreprise? Je laisse un très gros point d'interrogation en suspens. Okay. Encore une fois, il n'y a pas de règle en tant que telle, il n'y a pas une recette. Ça se regarde entreprise par entreprise. Mais très honnêtement, j'encourage vraiment tous les responsables, tous les managers à se poser la question sur la façon dont ils répartissent la richesse quand les entreprises gagnent de l'argent. Pourquoi? Parce que les générations qui arrivent vont être très exigeantes sur ce plan-là. Okay. Autant les générations en place le sont moins, parce que d'un point de vue éducationnel, c'est un peu différent, mais les générations qui arrivent, elles sont très regardantes sur le sujet, et donc si on veut garder les gens, il faut aussi réfléchir à ça, à cette politique-là. Et d'ailleurs, premier point que j'avais noté, c'est qu'on peut, on peut gagner mieux sa vie en restant technicien. Petit clin d'œil, vous pouvez donner des primes à vos techniciens comme vous donnez des primes à vos commerciaux. Voilà, Évidemment. petite parenthèse, hein. C'est une parenthèse importante que tu soulignes. Alors, je plonge dedans. La, la question, elle est très fréquente. Comment expliquer à un technicien, quand il apporte une affaire parce qu'il était chez un client, il se rend compte qu'il y a tel et tel problème, il résout le problème, le client adore le voir venir parce qu'il lui donne des conseils d'une grande valeur, et parce que cette relation s'est construite et qu'elle est solide, quand le technicien dit, tu sais, tu devrais quand même envisager de changer ta machine, tu sais, tu devrais quand même envisager d'ajouter tel ou tel sous-ensemble, tu sais, tu devrais envisager de prendre tel contrat, tu sais, tu devrais envisager de faire un peu de stock de telle et telle pièce, parce qu'elles sont critiques et je t'assure que si tu les as dans les 24 heures, dans les 4 heures, dans les 48 heures, ce sera dépanné.
tous ces conseils qu'il donne, qui ont une forte valeur marchande, hein, puisque ça se conclut par des ventes pour l'entreprise, dans pas mal d'entreprises, le technicien ne touche rien. Le commercial, lui, quand il va voir un client qui lui dit, tu sais, tu devrais acheter cette machine, il touche X% ou tel bonus. Comment un technicien peut comprendre cette différence de traitement? C'est impossible en fait. Il l'accepte parce qu'il n'a pas le choix, mais il ne la comprend pas, parce qu'elle n'a pas de sens. Elle est culturelle. C'est juste que culturellement, on donne des primes aux commerciaux, et culturellement, on ne donne pas de primes aux techniciens. Point. C'est culturel. Il n'y a Sujet aucune suivant. raison rationnelle. Voilà, sujet suivant, comme tu dis. Il n'y a aucune raison rationnelle. Aucune. Donc, à un moment donné, il faut réinterroger ça et poser clairement la question. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut arrêter de donner des primes aux commerciaux, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, il faut inclure les techniciens dans la conversation. Peut-être qu'à un moment donné, dans certaines entreprises, ça va demander à ce que certains commerciaux partagent une partie de la prime avec les techniciens. Peut-être. Ben oui. Mais si ça a eu de bonnes raisons de le faire, et les bonnes raisons de le faire, elles sont simples. 1, c'est la justice interne. L'injustice est probablement la première chose qui fait partir les équipes. Hein. Quand on est traité de façon injuste, on n'a aucune envie de rester. Donc la justice interne, c'est important. Et 2, la motivation. Le fait que si l'on demande à nos équipes techniques de plus en plus d'avoir une posture de conseil qui permette d'aboutir à des ventes, vente de contrats, vente de pièces, il faut bien, à un moment donné, aussi les intéresser au succès de cela. Je ne suis pas le plus grand partisan des primes individuelles. On pourra traiter ce sujet-là dans un épisode à part entière, parce que c'est un gros morceau aussi, mais je suis un peu plus partisan des primes collectives pour plein de raisons. Mais je vais en résumer une. C'est que l'objectif dans le service, particulièrement, c'est d'avoir une équipe qui travaille ensemble. Qui travaillent en interne ensemble, c'est que les membres soient vraiment en soutien et solidaires les uns des autres, mais aussi avec tous les autres services, en interservice. Avec les commerciaux, on en a parlé dans un autre épisode, avec les ADV, avec la finance, la compta, avec le marketing, avec évidemment la direction. Donc que tout ce petit monde-là fonctionne de manière fluide. C'est un peu plus simple quand l'essentiel des bonus sont collectifs. Mais là aussi, il n'y a pas de recette, il faut le construire de manière très fine. Donc ça demande d'aller très 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 loin dans le détail. Mais c'est important. C'est important d'avoir des mécanismes où à la fois il y a des éléments de reconnaissance quotidienne et des éléments de reconnaissance financière. Je vais t'en poser une autre colle. Moi, souvent, ce que j'ai entendu quand j'étais salarié, c'est que si tu restes là à ton poste, tu pourras jamais être payé plus. Il faut vraiment que tu fasses des mobilités en interne pour gagner plus ta vie. Oui. Donc on y a répondu un peu. Mais tu viens de parler de l'injustice. Oui. Et c'est souvent ça qui a été mis en avant. Tu peux pas rester à ton poste et être payé plus parce que le mec qui est à côté de toi, qui fait le même job, bah, tu vas être payé plus que lui. Et si un jour il l'apprend, ça va être la guerre, ça va être l'injustice. C'est le truc qui se mord la queue. Parce que moi, ce que j'ai découvert à force de gratter du management, du machin, c'est que finalement, manager, c'est un peu faire des différences quelque part. Et puis gérer des bonus, des salaires, à un moment, tu peux pas payer tout le monde de la même façon parce que ça voudrait dire que tu as des machines en face de toi qui performent toutes de la même manière. Mais c'est à se péter la tête de faire ça. Alors que finalement, moi, maintenant, je l'entends cette justification. À l'époque, je la détestais, mais je l'entends. Mais alors, comment on fait? Ouais. Alors là aussi, on a des chocs de culture entre la culture plutôt élitiste et la culture plutôt collective, sachant que ni l'une ni l'autre n'a totalement raison. Une fois que j'ai dit ça, j'ai fait un peu une réponse de Normand. Ça dépend. Et ça dépend, ça dépasse, là aussi. C'est une autre référence. Le sujet qu'il y a derrière. Quand je forme des managers, on aborde évidemment ces sujets-là. Et un des points clés pour moi, pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait des critères clairs. C'est assez simple, la justice. C'est d'avoir simplement posé les critères d'évaluation. Évidemment, ces critères, il faut eux-mêmes qu'ils soient justes. Okay, donc c'est là où le serpent peut se mordre un peu la queue. Mais on peut discuter si les critères sont posés. On ne peut pas discuter s'il n'y a pas de critères. Si c'est à la tête du client,
pardon pour l'expression, mais si c'est comme ça, un peu pifométrique, ça marche pas. Ça, c'est totalement injuste, c'est biaisé et c'est totalement subjectif. Donc, il faut rendre l'évaluation la plus objective possible. Elle l'est jamais à 100%, mais la plus objective possible. Donc, pour ça, il faut poser des critères. Qu'est-ce qui fait qu'un technicien A qui a 2 ans d'ancienneté et un technicien B qui a 8 ans d'ancienneté touche le même salaire? Il n'y a aucune raison. Parce que, normalement, si on a bien fait le travail, le technicien B, qui est resté 6 ans de plus, a donc des acquis supplémentaires. Il a développé l'expérience, il a été formé à d'autres choses, il a tissé d'autres liens, il a pris peut-être certains morceaux de responsabilité dans son job. Donc, comment on a posé des critères pour évaluer ça? Pour se dire, OK, on construit un plan où, c'est un petit peu le plan dont je parlais tout à l'heure sur la grille des salaires, où on réfléchit sur la façon dont l'ancienneté permet aussi d'augmenter le salaire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des critères de changement de poste, mais bien des critères d'ancienneté. Parce que si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on envoie le message qu'on n'encourage pas les gens à rester. Si, quand je me projette au même poste, dans 10 ans, j'aurai exactement le même salaire, corrigé un peu de l'inflation ou de petites augmentations annuelles, là, ce n'est pas du tout motivant. Ça n'incite pas des gens qui ont de l'envie, de la motivation, de la capacité d'apprendre, de la capacité d'adaptation, etc., à rester. Ils iront voir ailleurs, puisque le seul moyen de gagner plus, c'est de changer de poste. Et si ce n'est pas possible en interne, je vais donc voir ailleurs. Donc, et si en plus j'ai pas de la reconnaissance et tout ce qu'on a pu voir au fil de l'eau, eh bien évidemment que je vais voir ailleurs. Donc, ça nécessite de l'avoir réfléchi très clairement et d'avoir vraiment posé comment, à un même poste, l'ancienneté est valorisée, comment, dans l'ancienneté, on fait bouger les missions au fil de l'eau, de manière à apporter un peu plus de responsabilité, à apporter un peu plus d'engagement, à renourrir un peu la motivation. Comment on a accompagné par des formations internes, externes, ces montées, cette évolution dans le temps. Comment le manager qui gère cette équipe-là donne de la reconnaissance régulièrement et les autres managers autour. Là, la reconnaissance ne vient pas que du manager direct. Comment on a construit une mécanique interne qui fait qu'on construit un esprit d'équipe, on fédère les gens, on crée de la cohésion, on leur donne envie. Et c'est pas en ajoutant un baby-foot dans l'atelier qu'on va y arriver. Ça, c'est très Yes. superficiel. Ok, ça c'est anecdotique. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est anecdotique. C'est pas ça qui va traiter la motivation. Par contre, des pizzas tout le vendredi. Non, je déconne. C'est pas vrai. Alors, pas que. Le fait d'avoir une fois par semaine un repas collectif, Oui. bien sûr, ça marche. Ça contribue à créer de la fédération, de la cohésion d'équipe. Parce que c'est régulier, c'est un temps de reconnaissance. Si c'est bien fait, okay, si c'est bien animé, ça fonctionne très très bien. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin en tant qu'humain dans une équipe, on a besoin de se sentir membre de l'équipe. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est que dans le SAV, on a souvent des personnes à distance. Soit on peut avoir des agences, soit on peut avoir des techniciens itinérants qui ne passent au bureau qu'une fois par semaine, voire pas du tout, ou une fois par mois, enfin des choses, de manière très espacée, j'entends. Et donc, il faut penser un petit peu les choses autrement dans ces cas-là, mais c'est la même logique qu'on doit toujours avoir. Et les personnes doivent sentir qu'elles font partie de l'équipe, qu'elles font partie de l'entreprise. C'est un chemin important. Donc, la question qui est derrière, hein, si je reviens à notre question initiale, c'est de se dire quelle est la stratégie, quel est le cheminement que nous avons clairement posé pour dire nous pilotons en tant que manager l'évolution de nos équipes. On la pilote. C'est pas un truc subi et on a posé des étapes et des critères clairs sur lesquels on peut donc communiquer pour que les gens puissent se positionner, s'auto-positionner et donc définir si c'est juste ou injuste sur des critères, pas sur des choses subjectives. C'est ce que j'allais te dire aussi. Il y a vraiment un gros truc aussi que moi j'ai subi et qui me rendait fou, c'est le manque de transparence en fait. Oui. Il y a des choses qui se passaient que personne ne comprenait, qui rendaient fou tout le monde parce que c'était injuste de notre prisme à nous, parce qu'en fait, finalement, personne n'avait le même étalon. Oui. Et donc tout le monde prenait son cliché, son machin, son ouais, mais lui, c'est le pote de machin. Et en fait, le seul truc que ça foutait, c'était une mauvaise ambiance et un problème de gens qui se sentent pas bien, qui finissent par partir, ou alors qui restent parce que ils ont pas le choix pour diverses autres raisons, mais qui du coup travaillent beaucoup moins bien. Et en fait, les arguments de la direction et des RH en fait étaient juste finalement tout pourris quoi. Et
fallait juste assumer ces trucs et puis donner des grilles, comme tu dis. Mais Ouais. c'est un sacré boulot de faire ça, hein. Et je rajouterais à ça aussi, c'est que moi, ce que j'avais vu, c'est que, en effet, enfin, moi, j'étais aussi comme ça, je suis technicien, donc il faut que je trouve des postes techniques. Sauf qu'un jour, je me suis rendu compte que, bah, non, pas du tout. Je peux faire autre chose. Responsable produit, en fait. Moi, j'étais à la formation technique, je pouvais devenir responsable produit, j'avais Mhm. toutes les compétences pour faire ça, quoi. Parce que finalement, tu retires un peu de technique, mais bref. Sauf que le souci qu'on a, c'est que chacun pense quelque chose d'un métier. Le métier de Laurent Mella, moi je pense qu'il se promène sur la route, il va manger au resto, c'est cool, tu vois, c'est un gros cliché. Je suis mécanicien, je pense que le commercial, pareil, il va se promener toute la journée, il se prend des commissions énormissimes, il se gave, il est payé 3 fois plus que moi. Et il y a un truc que moi je voulais faire ou dans des anciennes entreprises, c'est d'expliquer les métiers ou d'aller faire un stage en interne avec tes collègues Ouais. pour te rendre compte déjà de ce que c'est leur métier, parce que tout ce que tu penses et tous les clichés qui vont avec, il y en a la moitié, même plus, qui sont complètement faux. Ouais. Et ça, souvent, c'est pas fait parce que ouais, on n'a pas le temps de le faire. Faire des fiches métiers, encore moins, mais je trouve que ça serait peut-être un truc très important à faire Ouais. pour donner la perspective aux gens de se dire putain, mais en fait, je le ferais bien ce boulot-là, il est vachement bien, quoi. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis qui sont très importantes, très fondamentales. Euh, alors, en fait, je vais le découper en deux. La première des choses, c'est nous avons tous un système de valeurs. Nous avons tous des valeurs qui nous constituent, nos principes de vie, et on les a acquis pendant notre éducation, notre évolution. Ça se fige plus ou moins à l'âge adulte. Ça évolue un peu moins en tout cas, à part si on fait de grosses remises en question. Et donc, ce système de valeurs, il nous constitue. Et ce système de valeurs va définir notre grille de lecture du monde. Nous allons lire le monde, les événements qui nous arrivent, tout ce que l'on vit à travers ces lunettes-là, ce prisme-là, qui est un prisme de lecture qui est unique, qui est le nôtre. Et donc, une fois qu'on a posé ça, ça nous dit que chaque fois qu'on laisse du flou, il y a l'adage qui dit si c'est flou, il y a un loup, c'est chaque fois que les choses sont floues, qu'on ne les comprend pas, on va donc les analyser à travers notre système de valeurs, notre prisme de lecture. Donc, le champ des interprétations possibles est immense. Il y en a autant que de têtes disponibles dans l'entreprise. Ça fait beaucoup de champs d'interprétation possibles. Et ce sont ces interprétations qui sont très polluantes et qui vont faire que des personnes vont trouver que ceci est injuste, que ceci est normal, que ceci n'est pas normal, que c'est acceptable, que c'est pas acceptable. C'est cette grille-là de lecture qu'on ne maîtrise pas puisqu'elle dépend de chaque personne. Donc, quand on est manager, on doit faire en sorte que cette grille de lecture, que cette façon de lire le monde s'uniformise un petit peu. En tout cas, qu'on donne les clés aux autres pour être capable de se rapprocher de la façon dont nous lisons, nous interprétons les choses et pourquoi nous faisons les choses. Donc, ça veut dire qu'il faut les expliquer. Et il faut les expliquer de la façon la plus factuelle possible. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est derrière, c'est qu'on a une culture du secret en France qui est très, très importante. Dès qu'on parle d'argent, mais il ne faut pas parler d'argent, c'est pas bien, c'est tabou. Alors que tout se sait. C'est-à-dire que nombre d'entreprises me disent « Ah non, non, mais nous, les salaires, on n'en parle jamais. » Sauf que dans une équipe, pratiquement tout le monde connaît le salaire de l'autre. Donc, quand deux personnes ne sont pas payées le même salaire et qu'elles font la même tâche, alors là, la question d'injustice, elle ressort très fort. Donc, j'en reviens à la question, à ce que j'abordais tout à l'heure sur le fait de poser des critères clairs. La question, en fait, finalement, qui se pose derrière, c'est quel est notre degré de transparence. Une entreprise doit être relativement transparente. On n'est pas encore prêt à publier tous les salaires de tout le monde. Il y a quelques entreprises qui le font, mais culturellement, c'est quand même un sacré choc. Donc, comment on y va progressivement et puis jusqu'où on ira, ça va dépendre là aussi de la culture d'entreprise, de ses envies, de la façon dont les équipes sont prêtes à accepter les choses. Parce que pourquoi l'argent est tabou? C'est parce que notre culture financière et notre culture économique, à tous les échelons d'une entreprise, n'est pas du tout uniforme. Elle est assez faible globalement. On manque cruellement de culture économique et de culture financière. Pour moi, ça fait partie de la charge d'une entreprise de monter l'ensemble de ses équipes, SAV mais pas que, l'ensemble de ses équipes en culture économique et financière. Si on veut pouvoir parler d'argent sans que ça devienne n'importe quoi, il faut monter la culture financière et économique de tout le monde.
Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans une équipe donnée, les prétentions salariales dépendent à la fois du marché et de ce qu'on est capable de faire. C'est un mix des deux. On fait une espèce de compromis entre les deux. Donc, la façon dont on pose nos missions, la façon dont on a posé nos critères d'évaluation, la façon dont on a posé nos mécanismes de rémunération, de primes, de bonus et autres répartis sur l'ensemble des équipes, la façon dont on habitue les équipes à recevoir de l'information financière, la façon dont on communique sur nos chiffres, le chiffre d'affaires de l'entreprise, la rentabilité, comment ce chiffre d'affaires se constitue, quels sont les éléments clés qui font que ça constitue le chiffre d'affaires, quels sont les éléments clés qui constituent la rentabilité, qu'est-ce que ça veut dire la rentabilité, qu'est-ce que c'est qu'un seuil de rentabilité, qu'est-ce qui permet de financer les salaires, qu'est-ce qui permet de financer les moyens qu'on a, le bâtiment, les outils, les véhicules, etc. Comment on pilote un compte de résultat, qu'est-ce que c'est qu'un compte de résultat, quelles sont les grandes masses. Si tout ça n'est pas clairement abordé, on ne peut pas parler d'argent, on ne peut pas poser de chiffres. Parce que chacun va les interpréter avec son sa grille de lecture, son prisme de lecture. Donc ça ne marche pas. Donc cette culture-là, elle dépend des managers, elle dépend du management. C'est bien au comité de direction et à ses managers intermédiaires de faire ce travail-là, d'éduquer l'ensemble de l'entreprise à comprendre ça, pour petit à petit pouvoir lui en communiquer de plus en plus. Faisant ça, on responsabilise tout le monde. Quand on cache les chiffres, on infantilise tout le monde. Quand on communique sur les chiffres, on commence à responsabiliser les gens. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Parce que ça peut se retourner contre nous, quoi. Encore une ça. fois, un peu de stratégie, quoi. Et en fonction de la culture de l'entreprise. Il faut partir de là où elle est, où elle en est aujourd'hui. Des beaux sujets, là. J'ai encore noté plusieurs idées d'épisodes et j'inviterai les personnes qui nous écoutent à nous livrer un peu des témoignages, ne serait-ce que par email, si vous voulez que ça reste confidentiel, ou par commentaire, sur comment ça se passe chez eux. Et si ils arrivent à gagner plus d'argent s'ils sont techniciens sans avoir à devenir manager ou ce genre de choses. Et puis comment est géré justement ces histoires de est-ce que je dois bouger, combien je suis payé, est-ce que je connais le salaire de l'autre. Parce que là, il y a des sujets super intéressants qui touchent quand même au SAV. Hein. Ça fait partie du fondement finalement des postes SAV, hein, parce qu'on gagne tous un salaire. Bien sûr. La différence, c'est que ça touche tout le monde. C'est-à-dire que c'est à la fois, il y a un impact sur le SAV, mais pas que. Ça touche aussi les autres services. Gros sujet. On va s'arrêter là parce que je pense qu'on pourrait repartir pour encore 30 minutes. Donc on fera d'autres épisodes. Et puis, merci, et puis bonne semaine. Bonne semaine à tous. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Mella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!